Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. Un nouveau document de partenariat, 84 milliards en guise d'appui budgétaire par an. La France renforce sa coopération avec le Sénégal et entend rester le premier partenaire économique du pays. Dans le même temps, des investisseurs néerlandais saluent la stabilité politique du Sénégal. Le désarmement chimique de la Syrie, la question pourrait faire l'objet d'une conférence internationale de paix, indiquent John Kerry et Sergei Lavrov. Les États-Unis et la Russie espèrent ainsi une avancée sur le dossier syrien. Bienvenue à tous. La France entend rester le premier partenaire économique du Sénégal. Paris et Dakar viennent de signer une nouvelle convention de partenariat avec un appui budgétaire de 84 milliards par an. Il faut dire que le dossier a été signé par les deux parties. Voici Pascal Canfin, le ministre français du Développement, reçu par le chef de l'État, le président Macky Sall. Voici au micro de Pape Biramé Guéniaï. L'objet de cet entretien, c'est toujours de se féliciter de l'excellence de la relation entre le Sénégal et la France. Et c'était aussi de signer notre nouveau document de partenariat pour les 4 prochaines années. Ça nous réengage à hauteur de 130 millions d'euros par an et nous confirmons ainsi que la France reste le premier partenaire du Sénégal en matière de développement économique, mais aussi en matière de coopération et d'aide au développement. Et nous sommes fiers de ce partenariat, de son histoire, mais aussi de son avenir. Nous allons par exemple continuer le développement des maisons de justice. 18 nouvelles maisons vont être créées, développées, construites grâce à ce partenariat. Et puis il y a une priorité donnée au développement durable. J'étais ce matin près de Dakar pour voir l'érosion côtière, voir des villages qui sont mangés littéralement par la mer. Plusieurs dizaines de mètres chaque année. C'est une situation qui est extrêmement difficile à voir et évidemment insupportable pour les habitants. Et donc nous voulons faire de la lutte contre le changement climatique, la capacité du Sénégal à s'adapter à ce changement climatique, notamment en termes agricoles, en termes touristiques, en termes urbains, un élément clé de notre coopération. Son Excellence Ahmed Bourahama quitte le Sénégal après une mission diplomatique au Sénégal pendant 4 ans. L'ambassadeur du Koweït à Dakar s'est félicité avant son départ de la coopération entre son pays et le Sénégal, matérialisée par la signature récente de plus de 10 accords de partenariat. Il s'agit des retombées de la visite que le président Macky Sall a effectuée au Koweït. Voici Ahmed Bourahama qui a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du Lion. Il est au micro de Pape Biramé Guéniaï. Today I have the pleasure to receive the decoration from His Highness. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de recevoir cette décoration des mains du président Macky Sall. Pendant les 4 années que j'ai passées à l'ambassade, je me suis entièrement consacré au renforcement des relations entre le Sénégal et le Koweït. Dans plusieurs domaines, la coopération s'est renforcée, surtout après la visite du président Sall au Koweït et les entretiens qu'il a bien évidemment eus avec l'émir. Les deux hommes d'État entretiennent des rapports fraternels qui se sont même densifiés lors du sommet Afrique, pays arabe du Koweït. Les relations entre le Sénégal et le Koweït sont excellentes. Nous avons signé pas moins de 13 accords avec le Sénégal dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures, entre autres. La relation s'est également accentuée avec une coopération parlementaire. Le président Moustapha Niasse a d'ailleurs largement contribué au succès de cette entente. Et là, je souhaite tous mes vœux de réussite aux deux peuples, amis et frères. Et puis Dakar pourrait abriter le siège du Haut Conseil des collectivités locales. Cet instrument proposé par le président Macky Sall devrait permettre d'impliquer davantage les élus locaux dans la prise de décision au niveau continental. Remise en cours dans la session extraordinaire qui s'est tenue, les ministres ouest-africains et des autres parties du continent se sont formulés des missions et des recommandations pour mettre en place cette institution et appliquer la bonne gouvernance, la charte notamment. C'est un compte-rendu de Maman Moussagnan.
À Dakar, les ministres des pays membres de la conférence de l'Union africaine sur la décentralisation et le développement local sont venus entériner les propositions des experts africains sur la réforme à apporter à la nouvelle architecture. Il s'agit notamment de la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales et de la mise en œuvre de la charte de la bonne gouvernance, des instruments bien appréciés par l'Union africaine. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs les experts et les ministres, l'enjeu de cette conférence pour l'avenir de la gouvernance dans notre continent. Le Haut Conseil des autorités locales est une proposition du président Macky Sall portée par les élus locaux. C'est novateur, c'était innovant et toutes les autorités locales africaines sont reconnaissantes au président Macky Sall d'avoir pris cette initiative. Vous lui transmettrez donc notre gratitude. L'opportunité, la faisabilité, la pertinence démontrées, le Sénégal s'engage à abriter le siège et à lui doter de moyens fonctionnels. Ce moment privilégié est l'occasion de vous réaffirmer, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, l'engagement du Sénégal dans la construction d'une CADEL forte, soutenue et porteuse de grandes réussites. C'est pour dire que le chef de l'État met la décentralisation et la gouvernance locale performante au cœur de sa politique de développement économique et social. Le Sénégal s'honore d'avoir porté, par son président, la préoccupation des autorités locales pour la création d'un Haut Conseil des autorités locales. La conférence africaine de la décentralisation répond ainsi à un besoin urgent pour une Afrique qui fait face aux défis de l'intégration régionale. Et puis la stabilité politique du Sénégal attire les investisseurs néerlandais. 25 entreprises des Pays-Bas l'ont affirmé au Premier ministre Aminata Touré. L'agriculture, l'énergie, le secteur naval sont les secteurs ciblés à l'Ulvadarakan. Le Sénégal a tout pour plaire à ses investisseurs néerlandais. Près de 25 entreprises sont représentées. Œuvrant dans plusieurs secteurs d'activité, ces investisseurs sont sûrs de trouver un cadre propice pour sécuriser leurs investissements. C'est la stabilité politique du pays, c'est l'éducation de la population, c'est le fait que le Sénégal est un état de droit et un investisseur, lorsqu'il veut venir, il recherche une chose, c'est la sécurité de son investissement. Et vous avez ces atouts depuis très longtemps et ça me rend fier de pouvoir représenter les Pays-Bas, qui est un pays comme le vôtre. La position géographique du Sénégal est aussi un atout de taille. Dakar est un important port, une plaque tournante du commerce maritime international. Cela aiguise l'appétit des professionnels néerlandais du secteur naval. Le Sénégal, en plus de ça, est un endroit où beaucoup de navires passent. Donc pour nous, c'est très intéressant de rechercher des partenaires locaux avec lesquels on peut faire des échanges de technologies. Investir ici peut-être pour construire des navires locaux pour le marché local, mais aussi pour les marchés internationaux. D'autres domaines, comme l'agriculture, l'hydraulique et l'énergie, sont également ciblés par ces investisseurs hollandais. Ils font partie de la plus grande mission commerciale néerlandaise au Sénégal depuis 35 ans. Alors, sur les changements climatiques, Dakar et la région d'Île-de-France consolident leur coopération pour faire face. Les deux collectivités ont initié le plan climat territoire intégré PCTI. Le projet mobilise une bonne part des 338 milliards de francs CFA que la France accorde au Sénégal pour les 4 prochaines années. Le reportage de Walikey. Le plan climat territorial intégré de la région de Dakar voit le jour. Il s'agit d'un projet mettant en cohérence l'ensemble des politiques qui visent à lutter contre les changements climatiques. Ce projet, qui comporte plusieurs volets, est le premier du genre testé à Dakar. Il est le fruit de la coopération entre Dakar et Île-de-France. La priorité, c'est la question du développement durable, de comment on invente un nouveau modèle de développement dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines, et notamment dans la région de Dakar, pour lutter contre le changement climatique, pour faire face au changement climatique. C'est une priorité totalement partagée entre la France et le Sénégal. Cette initiative sénégalaise peut servir d'exemple pour la grande négociation internationale sur le climat prévue en France en 2015. On en espère des résultats innovants qui pourront ensuite être dupliqués, déployés ailleurs. Alors, ce n'est pas pour vous mettre une pression insupportable sur les épaules. Les changements climatiques deviennent une des préoccupations majeures pour les autorités locales.
raison pour laquelle ce projet traduit une volonté politique et une nécessité pour les autorités de la région de Dakar. L'intervention des collectivités locales dans le domaine du changement climatique, en bonne articulation avec les décisions nationales, apparaît dans ce cadre indispensable pour une lutte efficace contre ce phénomène. Dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal, la France prévoit 338 milliards de francs CFA pour les 4 prochaines années. Une part importante de cette somme sera destinée au changement climatique, car la lutte contre les changements climatiques est un réel enjeu de développement. Joal, Tchadjaï et Ndiosmone, les jeunes parlementaires au chevet des victimes des inondations dans ces 3 localités. Dans le même temps, ils ont recueilli quelques doléances qu'ils comptent transmettre à qui de droit. Dame Silla. Joal, première étape de la visite du réseau des jeunes parlementaires. Ici, il n'y a pas de canalisation et la commune ne dispose que de 2 motopompes, insuffisant pour sortir l'eau des maisons et des artères. Pour trouver une solution, des jeunes volontaires s'attellent à la tâche avec les moyens du bord pour déverser l'eau en mer. Aujourd'hui, des dizaines de familles ont quitté leur domicile pour se loger ailleurs. Face à toutes ces difficultés, le réseau des jeunes parlementaires a fait le déplacement pour rencontrer les populations et recueillir leurs doléances. En tant que parlementaires, nous nous sommes dit que on a entendu des inondations dans certaines localités. Il va falloir qu'on se lève pour aller se rendre sur les lieux, voir ce qui s'y passe pour demain pouvoir faire le plaidoyer. Nous sommes ravis et nous sommes vraiment contents aussi qu'ils soient là et ensuite qu'ils puissent voir les difficultés dont la population vit de vive voix, vraiment de visu. Et ensuite ça vraiment nous permettre au moins que ces représentants du peuple là puissent amener nos difficultés au niveau des chambres parlementaires pour au moins que solution puisse trouver le plus rapidement possible. Autre lieu, même décor, à Tchadjaï, l'eau est visible presque partout. Certaines situations sont causées par des erreurs techniques. Par exemple, ici, la construction de cette route a bloqué le canal qui transportait l'eau. Sur ce lieu, 3 personnes ont aussi perdu la vie à cause des inondations. Le réseau des jeunes parlementaires a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Cette visite nous a permis, en tant que parlementaire, de voir les problèmes qui existent réellement au niveau de Tchadjaï, mais on a constaté que le réel problème, c'est un problème de canalisation. Parce qu'on a vu qu'au niveau de la route principale, au niveau de Tchadjaï, même les canalisations qui étaient sous les routes ont été bouchées. Donc cela ne règle pas les problèmes, ne va pas dans le cadre de faciliter le règlement du problème des inondations. À Ndiosmone, les eaux de pluie ont détruit les champs, installant ainsi le désespoir auprès des populations. Devant ces députés, elles ont demandé à l'État de leur venir en aide avant que les choses ne s'empirent. Des doléances bien prises en compte. Tout ce qu'ils avaient entrepris aujourd'hui, je peux dire que c'est dans l'eau. Et cela quand même mérite qu'on vienne en aide ces populations. Les fortes pluies tombées en Ndiosmone avaient coupé la route nationale, aujourd'hui réfectionnée par l'État pour faciliter le déplacement des populations. Cependant, la localité souffre d'un manque d'électricité, malgré les fils électriques qui la traversent. À Dakar, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal salue le travail des équipes déployées dans la banlieue au niveau des stations de pompage. En visite dans ces lieux, le directeur général de l'ONAS a fait tour à tour la station de Talimamdiara, des bassins situés à Pékin. Il a en outre assuré que les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux au Cissesse et à Ouest Foire sont dans la dernière phase, au moment où l'hôpital principal, l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, a affiché le sourire Moussamani. Au niveau de la station de pompage de Talimamdiara, les moteurs tournent à plein régime. L'objectif est d'évacuer au plus vite les eaux qui stagnent au milieu de la chaussée pour soulager les populations environnantes. D'habitude, on fermait nos commerces à cette période de l'hivernage. Mais avec cette station, on n'a pas de problème majeur. Nous ne pouvons que saluer le travail de l'ONAS. Autre lieu, Pékin, au niveau du bassin de Nietimbar. Ici, l'Office national de l'assainissement du Sénégal a raccordé le bassin à la station de pompage sur la route d'Enyai pour le désengorger des eaux. À Wahinan, le bassin est envahi par les plantes aquatiques, ce qui n'empêche pas à la station de pomper les eaux. Autre situation, à Medina Gounass, le pompage régulier a eu un impact positif. Le niveau des eaux a considérablement baissé.
l'État est en train de faire des efforts. Des efforts parce que le bassin, actuellement, ils sont en train vraiment de faire un pompage extraordinaire parce que tous les jours, il y a les motopompes qui tirent matin et nuit. Il y a l'ONAS qui est là, qui est en train de faire un excellent travail. À côté du pompage, l'Office national de l'assainissement du Sénégal a lancé des travaux de grande envergure. Il s'agit de la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. C'est le cas ici au CICES et à Ouest-Foire, où un canal dorsal de 3 km est en construction. L'ouvrage se dresse majestueusement. D'autres canaux secondaires sont en construction. Ils vont se raccorder à ce canal et soulager ainsi les localités des inondations. Au niveau du centre de santé Philippe Maguilène Senghor, les travaux de construction du canal sont terminés. Ils ont permis d'épargner totalement cet hôpital des eaux, ce qui du reste est salué par les autorités médicales. Cette année, on est très content avec cet ouvrage qu'on vient de faire la LONAS. Cet ouvrage nous a permis cette fois-ci de travailler pendant l'hivernage en paix. Actuellement, on n'a plus de risque d'inondation de notre système de santé publique qui est fréquenté actuellement par les populations de la zone et aussi de tout Dakar. Ces travaux entrent dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations dans sa phase d'urgence. Déjà, les résultats sont visibles un peu partout. Toujours dans sa logique d'assainir les zones, l'ONAS a un ambitieux programme au niveau de la baie de Han. Grâce à la coopération française, les travaux vont enfin démarrer pour faire de la baie de Han l'une des plus belles au monde. Nous recevons sur le plateau le directeur général de l'ONAS, Alioune Badara Diop. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu ce reportage de Moussa Mané qui revient sur les réalisations de l'ONAS pour cet hivernage. Alors, quel bilan, justement, vous tirez au sein de votre institution de cet hivernage-là, de vos travaux? On peut dire que de manière générale, on peut être satisfait du bilan pour les parties où nous avons des infrastructures de drainage des eaux pluviales. Parce qu'aujourd'hui, si on le compare par rapport aux résultats de l'année dernière, on peut dire que malgré le fait que la pluviométrie a sensiblement augmenté, presque en valeur relative de 74% à Dakar par rapport à la normale et en valeur relative de 189 mm, nous avons pu gérer la situation pour diminuer au maximum le nombre de sinistrés ou de déguerpis. Je dirais même que les zones où on a eu des infrastructures, on n'a pas eu de problème d'inondation qui a nécessité le déplacement des personnels. En termes de comparaison, ça veut dire qu'ONAS a en moyenne 103 stations de pompage sur le territoire national. Nous avons eu en moyenne presque 99% de taux de disponibilité de ces stations pour la période allant du 1er juillet à la date du 9 septembre. Mais je dirais que le bilan ne peut pas être satisfait tant qu'on continue à avoir des Sénégalais qui sont dans l'eau, dans des zones où il n'y a pas de réseau de drainage, d'eau pluviale. Peut-être, je dirais, c'est le point noir de notre bilan. Justement, on va parler de vos projets pour Dakar. Vous avez un plan directeur d'assainissement pour la ville de Dakar. Où en êtes-vous? Effectivement, nous venons de finaliser le plan directeur d'assainissement de la ville de Dakar qui a divisé le Dakar, ça veut dire les départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye, en 4 systèmes d'assainissement distincts. Nous avons commencé les négociations avec les partenaires. Actuellement, nous sommes avec la BID pour le bassin qui concerne la Cambérène. Nous avons aussi commencé les négociations avec d'autres structures. Et sur instruction du chef de l'État, nous sommes en train de travailler pour mobiliser les moyens nécessaires à réaliser rapidement la phase d'urgence de ce projet. Pour l'instant, on peut parler de certains impacts des ouvrages que vous avez réalisés dans des villes comme Touba, Bambey et Dakar principalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment le matériel nécessaire pour faire face? Bon, il faut dire que nous avons effectivement commencé des travaux. Ce que nous avons commencé, c'est la phase d'urgence d'un programme décennal défini par le chef de l'État. Mais déjà, les impacts sont certains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dakar, les infrastructures que nous sommes en train de réaliser, c'est pour régler définitivement les problèmes d'inondation dans les zones où nous intervenons. Sur la RN1, lorsque nous aurons terminé les ouvrages, il n'y aura plus de possibilités, sauf qu'il y ait des pluies totalement exceptionnelles. Il n'y aura plus de possibilité d'avoir des inondations. C'est le cas aussi pour un délai court ou Bon, de 8 mois, les travaux, mais il faut dire, nous sommes dans un état de droit et la procédure de la commande publique
malgré quand même un soutien permanent que nous avons eu des hautes autorités et même des services du ministère de l'économie et des finances, cette procédure quand même a duré 4 à 5 mois. Mais nous avons commencé les travaux, nous avons mis en place des mesures conservatoires pour passer l'hivernage sans grande difficulté, et ce que nous avons réussi. Et les ouvrages normalement vont terminer d'ici mi-février 2014 pour la phase d'urgence. Et ensuite nous allons attaquer immédiatement la phase court terme qui couvre les années 2014 à 2016. Alors, vous avez un projet très important également au sein de l'ONAS, c'est justement pour la baie d'Anne, le projet de dépollution de la baie d'Anne. Où en êtes-vous pour ce projet-là qui est important également pour faire face à certaines intempéries dans la ville de Dakar? Oui, c'est un projet qu'il faut dire qui a accusé un retard certain à cause des études. Donc nous avions signé un marché avec un bureau d'études qui n'a pas fait les travaux à date due. Nous avons résilié pour commencer avec notre bureau d'études qui actuellement fait le travail normalement. Dans le planning que nous nous sommes fixés, et nous ferons tous les efforts pour respecter ce planning, on va se faire violence cette fois-ci pour que les délais soient respectés. Nous comptons que les dossiers d'appel d'offres soient disponibles dès le début du mois de l'année 2014 et que les travaux puissent débuter en fin 2014. Nous avons, il faut le dire de manière générale, l'acceptation de toutes les populations de la baie, à l'exception d'une partie de Mbao, mais nous pensons que c'est dû à des incompréhensions et nous allons travailler avec eux pour leur expliquer que ce projet vise à remettre la baie comme il était parmi l'une des baies les plus belles au monde. Bien sûr. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'état des ouvrages justement dont vous disposez. Les machines pompe à eau, c'est une solution provisoire pour vous ou c'est un moyen efficace justement pour lutter contre certaines inondations dans les villes de Dakar ou du Sénégal? Ouais, vous me permettez de faire cette précision. Pour lutter contre les inondations, il y a plusieurs infrastructures qui y travaillent. L'ONAS ne s'occupe pas des motopompes. Les motopompes sont gérées par d'autres structures. Nous nous occupons uniquement des stations de pompage. Donc les motopompes qu'on voit dans la ville ailleurs, qui quand même est une solution provisoire que je dois dire, n'est pas des ressorts et de la propriété de l'ONAS. L'objectif, quand même, est que dans toutes ces zones, qu'on puisse y avoir un réseau d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale. Et l'assainissement fait aujourd'hui partie des priorités du chef de l'État. Et des études ont montré que $1 dépensé dans l'assainissement, c'est $9 économisés dans la santé publique. Ce qui montre que, quand même, investir dans l'assainissement est une chose très rentable. Et l'objectif est que toutes ces infrastructures, toutes ces localités, dispose d'un système d'assainissement adéquat. En tout cas, si vous avez les moyens, il y aura moins de zones où les eaux feront des dégâts l'année prochaine si on se fie à vos prévisions? Et effectivement, je pense que cette année-ci, on touche du bois, on peut dire que nous avons réglé le problème du département de Dakar de manière générale. Tous les points noirs que j'ai dit tout à l'heure, Colobane, devant même votre maison RTS, tout ça on a pu le régler. Notre ambition est que dans la phase court terme, que nous réglons une grande partie de la banlieue, avec bien sûr les autres structures qui travaillent dans la banlieue, et aussi dans les villes, dans les centres urbains des régions. Et déjà dans la phase 2014, nous comptons au moins dans 4 capitales régionales mettre des infrastructures de drainage d'eau pluviale. Merci, Monsieur Alioune Badara Diop, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui venait faire le point justement sur les travaux en cours ou déjà réalisés par son institution. Je vous remercie. Les sommes destinées aux ménages vulnérables sont confiées à la Poste pour le transfert. La Société nationale et la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale se sont accordées sur les modalités. La Poste se chargera du paiement de 25 000 francs par trimestre à 250 000 familles démunies. Les détails avec Damsila. La signature de cette convention est un acte fort dans le cadre du programme des bourses de sécurité familiale. Désormais, les ménages bénéficiaires peuvent récupérer leur argent dans toutes les agences de poste du Sénégal. Le paiement pourra s'effectuer par virement, en main propre ou par tout autre moyen approprié et accepté par les différentes parties. Ceci dans le but de lutter contre les inégalités sociales et d'assurer une répartition plus équitable des flux de la croissance. La Poste donc vraiment va s'acquitter de cette tâche dans les règles de l'art en respectant tous les dispositifs
prévues dans le cadre de cette convention. Et je vais en citer peut-être un seul engagement, surtout faire en sorte que ces bourses arrivent au niveau de ces destinataires dans les dispositions, en tout cas dans les règles les plus appropriées. 250 000 familles démunies vont bénéficier de ce programme pour la période 2013-2017. Elles percevront 25 000 francs chaque trimestre. La Poste, qui se chargera du paiement, s'engage à respecter le contrat. Nous répondrons à toutes ces attentes parce que la Poste dispose d'un réseau dense, la Poste a l'expérience nécessaire, la Poste a le dispositif, a toute la logistique nécessaire pour effectuer les paiements à tout Sénégalais, sur tout le territoire national, à tout point du territoire national. Donc sur ce plan, je tenais à leur rassurer que nous savons notre tâche et nous avons l'expérience requise pour mener à bien ce projet. La phase test de transfert sera démarrée le lundi 16 septembre 2013 à Niakhine, département de Tivaouane, et progressivement dans les autres régions. Et pour ce qui est du lancement officiel, il est prévu au mois d'octobre. Le Sénégal va désormais disposer des données fiables et régulières grâce aux enquêtes démographiques et de santé contenues EDS. Les décideurs devraient avoir des indicateurs précis pour l'élaboration des programmes de santé. L'enquête a démarré l'année dernière. Ce vendredi, l'ANSD a présenté les résultats de la première phase. Fanta Badji. Des données démographiques en santé et population, le Sénégal en a toujours disposé et les enquêtes réalisées à cet effet se faisaient au niveau des ménages. Avec ce nouveau dispositif EDS continu, les indicateurs de santé seront désormais disponibles et réguliers. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'attendre une périodicité de 5 ans, chaque année, nous aurons des résultats dans le domaine de la santé qui permettent de savoir un peu quel est l'effet des politiques qui ont été appliquées dans les différents domaines, mais également de pouvoir, sur cette base, prendre en tout cas des mesures d'ajustement éventuel ou de correction des politiques et programmes qui sont donc mis en œuvre. La méthodologie utilisée renseigne également sur le profil épidémiologique, l'évolution de certaines pathologies et sur l'offre de services. La collecte est effectuée au niveau des structures sanitaires, du personnel soignant et des patients. Autant d'éléments qui nous permettront d'avoir une orientation précise, d'avoir des indicateurs, des éléments factuels pour pouvoir asseoir une politique conforme, en tout cas répondant aux aspirations des populations. L'enquête a démarré en 2012. Les résultats de la première phase sont présentés aux partenaires. L'UNFPA, l'USAID et l'UNICEF comptent d'ailleurs accompagner l'exécution des prochaines phases, ce qui facilitera l'orientation de leurs interventions dans le domaine de la santé. L'EDS continu est prévu en 5 phases annuelles entre 2012 et 2017. Chacune des étapes fera l'objet d'une évaluation régulière. En effet, les données qui seront issues des informations collectées seront déterminantes pour l'atteinte des OMD en santé. Le Sénégal s'engage à porter le combat contre les violences faites aux femmes. Le président Macky Sall est d'ailleurs choisi par le secrétaire général des Nations Unies pour parrainer la campagne de l'ONU Femmes. La RTS accompagne l'événement à travers plusieurs productions. Tierno Armadoussi. Ce 24 septembre, le Sénégal sera à l'honneur à New York. Le chef de l'État est choisi par le secrétaire général des Nations Unies pour porter le plaidoyer contre les violences faites aux femmes. Le choix porté sur le président Sall n'est pas fortuit. Le chef de l'État a été choisi par le secrétaire général des Nations Unies, justement, pour se plaidoyer par rapport à l'éradication des violences faites aux femmes, en rapport également avec les avancées du pays, parce que tout est lié, les avancées du pays en matière démocratique, mais aussi les engagements internationaux du Sénégal qui a ratifié l'ensemble des conventions relatives aux droits humains des femmes. Et comme vous le savez, nous sommes en train donc d'accompagner l'agenda du Sénégal par rapport aux violences faites aux femmes, notamment à travers le programme conjoint qui est en cours. La RTS accompagne l'événement. Une série de productions est prévue, une manière pour la télévision nationale de participer à la protection de la femme.
Ce sera à travers des reportages qui seront effectués ici à Dakar et aussi dans les régions comme Ziguinchor, Kolda, Fatick, Matam et Kédougou. Et déjà dès le 17, on commencera à dérouler ces programmes dans les journaux télévisés, également dans les programmes. Et ce sera du 17 au 21. Et pour couronner le tout, il y aura l'émission Leral que vous-même allez réaliser et qui sera diffusée le 22. Donc la seconde partie, ce sera celle qui se déroulera aux États-Unis, avec notamment la participation de la délégation sénégalaise conduite par le président de la République Macky Sall. Une équipe de la RTC sera également... Cette organisation qui permet de couvrir les questions de violence en donnant la parole à l'ensemble des acteurs, je pense, est une opportunité pour permettre déjà de faire le point sur ce qui est en train de se faire. Un grand moment de communication démarre donc la semaine prochaine. Sur la RTS1, le mot d'ordre est le suivant: vaincre les violences faites aux femmes. L'actualité, c'est aussi cette pénurie d'eau dans certains quartiers de Dakar. Nous vous en parlions hier. Beaucoup de quartiers de Dakar manquent d'eau. C'est un problème technique survenu à l'usine de Montmarsar qui est à l'origine du problème. Une des équipes de la SDE s'est rendue ce matin à Cœur Montmarsar pour constater l'état d'avancement des travaux. Hamidou Diop. Depuis plus de 24 heures, il en est ainsi. Ces techniciens de la Sénégalaise des eaux travaillent sans relâche pour réparer la casse localisée dans la conduite principale de l'usine de Cœur Montmarsar. Une course contre la montre effectuée par une trentaine d'agents. Le Cœur Montmarsar, c'est vraiment l'usine principale au niveau du lac de Guerre, qui avec l'usine de Niet et le surpresseur de Mékhé, nous permet d'alimenter à peu près 70% de l'eau qui est servie à Dakar. En termes d'approvisionnement, 40% de l'eau consommée à Dakar passe par cette conduite. L'arrêt de son fonctionnement est à l'origine de la pénurie d'eau constatée depuis 2 jours dans la capitale. On a commencé l'intervention hier et on a eu des complications dans la nuit. Lorsqu'on a déposé la pièce, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'était plus réparable. C'est pour cela qu'on a fait appel à des équipes spécialisées au niveau de Dakar et qui sont en route, qui vont arriver d'une minute à l'autre. La pièce qui doit être raccordée à cette conduite serait en route pour Cœur Montmarsar. La situation, selon ces techniciens, devrait revenir à la normale durant le week-end. L'actualité internationale avec le dossier syrien. Sergueï Lavrov et John Kerry relancent l'hypothèse d'une conférence de paix sur la Syrie. Elles sont prévues pour le 28 septembre prochain. Genève 2, comme on l'appelle, devra aider à trouver un terrain d'entente sur le démantèlement de l'arsenal chimique en Syrie. Au 2e jour de leur rencontre à Genève sur le désarmement chimique du régime syrien, les chefs de la diplomatie américaine et russe ont annoncé qu'ils préparaient également le terrain pour une conférence internationale de paix dite Genève 2. John Kerry et Sergueï Lavrov ont d'ores et déjà prévu une rencontre sur la question le 28 septembre prochain, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour voir s'il est possible à ce moment de fixer une date à cette conférence qui dépend évidemment de la capacité à progresser ici dans les prochaines heures ou prochains jours sur le sujet des armes chimiques. Alors que les 2 hommes devaient reprendre les discussions depuis le Kyrgyzstan où ils participent au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Vladimir Poutine a pris la défense de Bachar el-Assad. Je pense que nous devons saluer la décision de la direction syrienne de rejoindre la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, a-t-il dit, formulant l'espoir que ce soit un pas important vers le règlement de la crise. Auparavant, dans un entretien avec la télévision russe, le président syrien avait confirmé avoir fait cette demande à l'ONU, tout en posant des conditions pour mener le processus à son terme. Il a demandé à Washington de cesser les menaces de frappe militaire ainsi que les livraisons d'armes à la rébellion. Pour la coalition nationale de l'opposition, l'adhésion de Damas à la Convention sur les armes chimiques est destinée à tromper la communauté internationale et l'empêcher de le punir pour ses crimes.
À cet instant du journal, nous ouvrons le dossier du jour. Nous nous intéressons aux meubles de fabrication locale qui sont rudement concurrencés par les meubles importés. Les menuisiers bois s'en plaignent. Au même moment, l'État du Sénégal décide de réactiver le projet du mobilier national. Plus de précisions avec Diana Badja. La menuiserie bois est mal en point. Omar Fall avait investi 16 millions de francs CFA à son retour d'Italie en 2003 dans le secteur. Pour lui, l'activité n'est pas rentable. On cherche de l'argent ailleurs pour venir combler les trous laissés ici. Les menuisiers ne travaillent plus parce qu'ils ne trouvent plus de commandes pour travailler. Même son de cloche du côté d'autres menuisiers, Gourguigué est un passionné. Dans son atelier à la Médina, rue 22, il forme beaucoup de jeunes. Issu d'une famille de menuisiers, il reconnaît que le secteur va mal. La menuiserie marchait mieux avant. Actuellement, je ne gagne pas grand-chose dans le métier. Tous pointent du doigt les meubles importés. Si tu veux concurrencer avec quelqu'un, tu vas concurrencer avec quelqu'un que tu pèses de taille. Eux, ils pèsent plus lourd que nous. Eux, ils ont les moyens adéquats. Eux, ils ont les financements. Eux, ils ont les autorités qui les accompagnent. Mais nous n'avons rien. Nos produits sont plus solides que les meubles importés. Ce reproche fait aux meubles importés est rejeté par ceux qui s'activent dans le secteur. Si les gens disent que c'est pas bien, c'est-à-dire c'est pas bien solide, ça aussi, ça dépend du monteur. Parce que c'est pas toute personne menuisier qui peut monter une chambre à coucher importée. L'accessibilité et la bonne finition des meubles importés justifient leur succès auprès de la clientèle sénégalaise. Beaucoup reconnaissent cependant la qualité des meubles de fabrication locale. Je trouve que nos menuisiers font de bons produits, des produits de qualité. Sénégal meubles. Nos meubles sont de bonne qualité, mais c'est la finition qui reste. Les meubles importés ont par contre une bonne finition, mais ne sont pas solides. La difficulté principale du secteur vient du fait que l'administration sénégalaise ne s'équipe pas auprès des ouvriers locaux. L'Organisation nationale des professionnels du bois, l'ONP Bois, créée en 2005, a fait de cette question son cheval de bataille. Je pense très bien qu'à partir de l'État, s'il parvient à nous donner le mobilier national en protégeant aussi les menuisiers. L'ONP Bois n'est pas seul dans ce combat. La Chambre des métiers et l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, APDA, deux structures étatiques abondent dans le même sens. Il faudrait nécessairement, impérativement, que les autorités, n'est-ce pas, s'équipent auprès de nos artisans. Chaque haute personnalité, que ce soit de la justice, de l'inspection générale d'État, du gouvernement, ils reçoivent minimum 9-10 millions de crédits d'équipement en mobilier de maison. La menuiserie bois est la seconde activité de l'artisanat du point de vue de son importance économique et de la population qu'elle emploie, selon les statistiques de l'APDA. Le secteur compte beaucoup de jeunes parfois non scolarisés. C'est pourquoi le gouvernement, qui fait de l'emploi des jeunes une priorité, s'attelle à réactiver le projet du mobilier national créé en 1997. Il va faciliter l'accès au marché public. Nos artisans, nos menuisiers vont jouer un grand rôle dans l'équipement, en tout cas tout ce qui concerne l'administration. Ceci a été fait, les prototypes sont faits, nous sommes pratiquement dans la dernière phase et ça va aider les artisans, en tout cas les menuisiers sénégalais, à équiper nos écoles, nos administrations. Le projet du mobilier national vise à favoriser la pleine implication des menuisiers dans le processus de proposition de modèles destinés à l'administration sénégalaise. Le programme nécessite des mesures d'accompagnement. Il faut une très bonne formation, il faut également un équipement adéquat, un équipement complet qui leur permet de réaliser des produits qui font concurrence à ce qui se fait à l'extérieur. Alors nous sommes dans cette dynamique. Pour bénéficier de l'encadrement et de l'appui de l'État, il faut s'inscrire à la Chambre des métiers. Or, les artisans sont pour la plupart dans l'informel. Une autre difficulté du secteur reste l'approvisionnement en bois. C'est un monopole, je peux dire. Il n'y a que les 2 à 3 importateurs qui sont là et qui font l'appui et le beau temps au niveau national. Il n'y a plus de scierie au Sénégal. Il n'y a plus de scierie. Cette difficulté est aussi prise en compte dans le projet du mobilier national. Le gouvernement entend impliquer tous les ministères concernés
pour faciliter aux menuisiers l'accès à la matière première. Il s'agira d'aider les ouvriers locaux à sortir de l'informel par la création de petites et moyennes entreprises. Ainsi, ils pourront mieux vivre de leur art par un accès plus large au marché. Balagaï 2 et la caravane Paix et Développement sillonnent cette année encore les différentes localités frappées par le conflit dans la partie sud du pays, sous la conduite de son initiateur, le lutteur Balagaï 2. L'édition 2013, 4e du genre, a pris départ à Kolda, ambiance de paix dans le sud avec Lamine Touré. Difficile de se frayer un chemin sur la trajectoire de la caravane Paix et Développement à Kolda. Une forte mobilisation à la dimension de l'événement. Les populations ont accueilli dans la ferveur l'équipe du roi des arènes à mission de paix dans cette partie du pays. Extraordinaire. Vraiment, c'est une caravane qu'on attend beaucoup. C'est une fierté pour les Casassés parce que ça peut amener la paix en Casamance. Pour impliquer les Koldois dans cette initiative citoyenne, la caravane Paix et Développement s'est rendue dans les profondeurs de la région. Carrefour, Diarmé, Oudoukar, Kabendou, Bagadadji, Dabo, Diaobé, Kunkande, Velingara. Partout, Balagaï 2 a délivré un message de paix et de développement. Nous sommes de jeunes Sénégalais et nous habitons ici en Casamance. Le conflit qui sévit dans notre terroir nous préoccupe beaucoup et nous tenons à ce que ça s'arrête pour le bien de tous. C'est pourquoi nous souhaitons une meilleure implication des populations pour la paix et le développement de toute la région sud. Autour des initiateurs de la caravane, les acteurs locaux, ils sont autorités administratives et municipales à accompagner cette démarche pour une Casamance stable et prospère. Aujourd'hui, nous le recevons la veille du premier lundi du mois de septembre. La gouvernance drapée aux couleurs nationales. Il a choisi aujourd'hui d'être là. Je pense qu'il n'y a pas une mission aussi noble que celle-ci. Et nous l'encourageons. Auparavant, la localité frontalière de Farafenni en Gambie a elle aussi reçu la visite de la caravane Paix et Développement. Ici aussi, les populations ont vivement souhaité le retour définitif de la paix en Casamance. Nous évoquons à présent ce partenariat entre la LONASE et l'ONG Mouvement pour la Solidarité Internationale. La Société nationale de jeux a reçu de cette ONG 2 ambulances qu'elle va justement donner aux populations dans la région de Fouta, Amilou Diop. C'est la devanture de la LONASE qui a servi de parking le temps d'un après-midi à ces 2 ambulances médicalisées, fruit d'un partenariat entre l'ONG Mouvement pour la Solidarité Internationale et la Société nationale de jeux. L'une des ambulances est destinée à l'hôpital de Wurosogi et l'autre au poste de santé de Amari Ounaré, 2 zones reculées de la région de Matam. La remise de ces 2 ambulances médicalisées à la LONASE n'est qu'une matérialisation de la pensée de M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies d'alors, qui avait dit en 2004 que le secteur privé est tellement bien organisé et bien administré, mais insuffisamment exploité pour faire face aux problèmes des démunis. La Loterie nationale sénégalaise a fait valoir à travers ce partenariat avec l'ONG MSI la responsabilité sociétale d'entreprise. Elle compte ainsi faciliter l'évacuation des malades et des blessés dans la région de Matam. Certaines actions, nous ne pouvons les faire qu'en relation avec d'autres partenaires. Je suis issu d'une région qui est assez démunie, qui est très éloignée de la capitale, qui a des problèmes pour régler les besoins vitaux des populations. C'est le cas de l'hôpital de Wurosogi, qui est sans ambulance, qui est démuni, et pour quel hôpital nous faisons aujourd'hui ce don. Une autre partie de ce don sera bientôt réceptionnée. Il s'agit entre autres d'équipements médicaux, dont des lits orthopédiques, des appareils d'échographie et des ordinateurs.
Sport, la styliste du Madien Diaraté apporte son soutien aux Lions du basket qui prépare l'Afro Basket 2013. La styliste a